Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Disparition forcée en Algérie, un crime contre l'humanité est le titre d'un rapport élaboré par le collectif des familles de disparus en Algérie. Ce rapport, d'environ à peu près 140 pages, est l'aboutissement d'un long travail de recherche, d'enquête, de recueil de témoignages, de rencontres avec les familles, avec les témoins, de toute personne susceptible d'apporter un éclairage à la disparition forcée en Algérie. Les équipes du collectif se sont déplacées dans les grandes villes jusqu'aux tout petits patelins les plus reculés en Algérie. L'objectif de ce rapport est de prouver que la disparition forcée en Algérie n'est pas le fruit du hasard. La disparition forcée en Algérie a été systématique et généralisée, ce qui qualifie le crime contre l'humanité dans le droit international. Pour la publication de ce rapport, le CFDA a organisé le 5 mars 2016 un séminaire qui porte le même nom que le rapport, dont vous aurez le plaisir d'écouter plusieurs extraits relatifs aux interventions des experts et d'éminentes personnalités qui ont été invités à ce séminaire. Nous vous laissons donc, dans un premier temps, pour ce premier extrait, avec Elisabeth Montserrat, professeure de droit à l'Université de Barcelone. Bonne écoute. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour. Tout d'abord, je voulais remercier Nassila pour m'avoir invité. Parce que moi, c'est un sujet de disparition forcée que j'ai travaillé depuis longtemps. Et alors, c'est toujours un plaisir de partager les expériences et d'apprendre. On apprend toujours des choses. Alors, c'est un vrai plaisir. Et puis, c'est aussi la première fois que je viens en Algérie. Pour moi, c'est aussi une expérience. Moi, je suis professeure de droit international. J'ai toujours travaillé sur le droit de l'homme. Alors, ma présentation, c'est un peu juridique, mais aussi, je suis consciente que je ne vais pas être très affreuse avec les termes. Je vais être le plus simple pour que vous pouvez me comprendre bien. Aujourd'hui, on a parlé déjà un peu dans la partie générale, et puis moi, je crois que je pourrais aller un peu plus loin. On parlera sur les disparitions forcées comme crime contre l'humanité. On parle de disparition forcée comme crime contre l'humanité par son extrême gravité, qui touche l'humanité, comme on l'a dit avant. Et c'est pour ça que, depuis longtemps, on a considéré que les disparitions forcées peuvent constituer aussi un crime contre l'humanité. Et on va voir qu'est-ce que dit le droit international sur ça. On sait que dans le droit algérien, on ne dit rien. Alors, qu'est-ce que le droit international dit? Et en quoi on peut aider, dans ce cas, Algérie, pour juger les personnes qui ont commis ces graves crimes. Comme on a dit avant aussi, il y a l'importance de qu'on parle de crime contre l'humanité, c'est les plusieurs conséquences que ça entraîne. Parce que si c'est un crime commun, normalement, ces conséquences ne sont pas les mêmes. Alors, une des conséquences importantes, c'est l'imprescriptibilité du crime. Ça veut dire que même s'il a passé longtemps depuis que ce crime a été commis, on peut toujours poursuivre les auteurs. Toujours. Par exemple, moi, je viens d'Espagne. On n'a pas un nombre officiel de disparitions forcées, parce qu'on n'a jamais eu une commission de visite de la vérité. Le seul nombre que nous avons, c'est d'un juge qui a essayé d'enquêter sur les disparitions forcées et que maintenant, il ne peut pas exercer de juge. Ça, c'est une des raisons. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est une des raisons. 140 000 personnes, ça, c'est depuis la guerre civile, et aussi ça continue pendant la dictature civile qu'on a eu pendant 40 ans. Ça veut dire que même s'il a passé 70 ans, ces crimes n'ont pas prescrit, on peut les encore poursuivre, parce qu'elles sont très graves. Une autre conséquence, c'est l'inadmissibilité des lois d'amnistie. Les lois d'amnistie, on considère que c'est une mesure qui promouvoit l'impunité, mais aussi elles sont, on peut être adoptées pour reconstruire
reconstruction, conciliation des pays après le conflit armé, elles sont acceptées. Mais il y a des limites. Et une des limites très importantes, c'est que les lois d'amnistie ne peuvent pas empêcher de poursuivre des crimes graves comme la disparition forcée. Il y a aussi d'autres crimes comme génocide, crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que le droit international interdit que les lois empêchent d'enquêter ou juger les personnes qui soient responsables de disparition forcée. Pour ce que je connais de l'Algérie, j'ai compris que la charte empêche ce type de poursuite. C'est pourtant que, le point de vue du droit international, ce ne serait pas admissible. Et finalement aussi, on a une conséquence que c'est la compétence universelle ou juridiction universelle. Ça veut dire que les crimes qui sont très graves, ils peuvent être poursuivis par n'importe qui. C'est-à-dire, l'Espagne pourrait, parce que l'Espagne a dans le code pénal des crimes contre l'humanité, pourrait poursuivre des crimes qui ont été commis en Algérie, même s'il n'y avait pas d'Espagnol, parce que ce sont des crimes très graves. Peut-être l'Espagne, ce n'était pas un bon exemple, parce que récemment, la loi a été changée, et je crois qu'on pourrait dire qu'il a disparu, la compétence universelle en Espagne. C'est très difficile qu'un autre pays juge les auteurs de ces crimes graves commis dans notre pays. Je vais essayer de donner quelques exemples, pour que vous ayez peu d'espoir, mais aussi c'est vrai que c'est très difficile. En Espagne, il y avait une loi qui se permettait ça, mais comme on avait des cas contre la Chine, et les violations de droits de l'homme au Tibet, et on avait des cas du Sahara au Maroc, on avait des cas aussi contre Israël. Alors on a eu une pression très grande, surtout de la Chine, pour emmener la loi et classer tous les cas, tous les dossiers, et c'est ce qui s'est passé. Alors, comme ça, nous avons disparition forcée, que pour sa gravité, c'est considéré un crime contre l'humanité. Et on va voir un peu quelle a été l'évolution de cette considération de la disparition forcée comme un crime contre l'humanité. Avant de mentionner cette colloque de Paris, je voulais vous dire que les disparitions forcées sont commises partout, c'est pas seulement en Algérie, on a en Espagne, en Amérique latine, vraiment c'était des crimes qui ont été commis en Argentine, Uruguay, Brésil, Chili, Pérou, Guatemala, Honduras, El Salvador, Mexique. En Europe, on a eu en Espagne, on a eu en Yougoslavie, on a eu en Russie, ici en Afrique aussi, Algérie, le Maroc, Soudan, au Tchad aussi, en Asie aussi, c'est-à-dire les disparitions se trouvent partout. Et maintenant aussi, il y a encore des pays qui font des disparitions forcées, dans le cas de Syrie, le Mexique par exemple. Alors c'est une question que toujours ça continue. Et par exemple, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont fait, je ne sais pas si vous avez entendu, le décret de Nuit et Brouillard. C'est un décret qui, en fait, c'était comme une nouvelle façon de guerre qui avait pour but la souffrance des familles. Parce que l'objet, c'était les prisonniers les emmener pendant la nuit, en Allemagne, et la consigne, c'était que si les proches demandaient où ils étaient, ils devaient dire qu'on ne savait rien. Pour faire souffrir les familles. C'est pour ça, on a eu dans les tribunaux de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le maréchal Keitel qui a été condamné pour ce décret comme crime de guerre et crime contre l'humanité. Puis en 1981, à Paris, un colloque qui a été organisé par les parents des avocats, il y avait des experts à tout le monde, et ils ont fait un projet de convention internationale pour la protection des disparitions forcées. Et déjà, dans cet article 2,
on disait que la pratique de la disparition forcée ou involontaire des personnes constitue un crime contre l'humanité. C'était un projet, surtout des experts et des familles, mais déjà dans l'année 1981, on parlait de ces crimes tellement graves. En 1983, une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, et c'est une organisation qui c'est seulement de l'Amérique, et vous savez que, comme je l'ai dit, dans l'Amérique latine, il y avait plusieurs dictatures militaires et plusieurs conflits armés, où il y a eu des pratiques de disparition forcée de forme systématique et généralisée. Et déjà en 1983, cette assemblée disait que la pratique de la disparition forcée en Amérique est une atteinte à la conscience de l'hémisphère et constitue un crime contre l'humanité. Et déjà, on voyait la magnitude de ce crime. Un peu plus tard, je crois que vous connaissez ce texte, en 1992, sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Dans ce cas, on dit que la pratique systématique de disparition forcée est de l'ordre du crime contre l'humanité, mais on dit ça seulement au préambule. Au niveau international, le préambule, c'est une introduction à la loi, que ce n'est pas contraignant. Alors, on a laissé dans le préambule, comme ça, mais on n'a pas osé à le dire de façon plus comme ça. On le constatant plus importante. Cette déclaration, quand même, c'est celle sur laquelle travaille le groupe de travail de disparition forcée, que vous connaissez malheureusement beaucoup. Et ce groupe de travail aussi fait le suivi de cette déclaration. En droit international, une déclaration, normalement, n'est pas contraignante, c'est une déclaration, mais quand même peut contenir des normes qui déjà, on dit que c'est une coutume internationale, que ça veut dire que c'est une pratique acceptée par les États. Un peu plus tard, et surtout à cause de ces disparitions forcées systématiques en Amérique latine, on a adopté la Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes. Ça, c'est une convention que seulement peut être appliquée dans l'Amérique. Et aussi réaffirmer que la pratique systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, mais une fois de plus, c'était dans le préambule. On ne donnait pas tellement l'importance encore sur cette qualité, sur cette gravité du crime. Finalement, en 2006, comme vous savez, on a pu adopter dans le sein de l'ONU la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes. Et cette fois-ci, oui, on a un article, c'est l'article 5, qui dit que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable et entraîne les conséquences prévues par cette loi. Les conséquences, c'est celles que j'ai dit au début, de prescriptibilité, de la d'amnistie, de la compétence universelle, et aussi le droit international applicable, je vais expliquer maintenant à quoi se réfère. Comme vous savez aussi, l'Algérie n'est pas partie de cette convention, malheureusement. Elle a signé, comme signataire, cette signataire signer la convention, c'est un premier pas, mais après il faut la ratifier, c'est-à-dire donner le consentement pour appliquer la convention. Et en tout cas, même comme signataire, l'Algérie va agir conformément à l'objet et le but du traité. De toute façon, cette convention se serait seulement applicable à partir de la disparition forcée qui ont commencé après. Alors en tout cas, même si maintenant l'Algérie a décidé de faire partie de cette convention, que c'est toujours bienvenu, ça ne veut pas dire qu'on pourrait nécessairement tenir compte des disparitions forcées qui ont été commises passées, même si on peut toujours faire des choses. Ça, c'est pour le droit de l'homme, en partie du droit international des droits de l'homme, mais aussi on a ce qu'on appelle le droit pénal international. Ce sont des tribunaux internationaux qui ont été établis pour juger les responsables de graves crimes comme les crimes contre l'humanité. Pour le sujet des disparitions forcées, le plus important, c'est la Cour pénale internationale qui a été établie en 1998 et qui est entrée en fonctionnement depuis 2002. Cette Cour pénale internationale, c'est la première qui est de caractère permanent.
et qui peut juger de crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité et criminalisation. Pour ce qui nous intéresse, c'est le crime contre l'humanité. Comme on a dit avant, il y a plusieurs types de crimes contre l'humanité. Mais pour la première fois, on a les disparitions forcées de personnes inclus comme crime contre l'humanité dans ce type de texte d'un tribunal international. Comme on a dit aussi au début, pour qu'il y ait un crime contre l'humanité, l'acte doit être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile et en connaissance de cette attaque. Comme c'est texte pénal, il y a plusieurs commissions, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça doit être une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. La définition de disparition forcée selon le statut de Rome, c'est un peu différente de celle que normalement on utilise dans les textes de droit de l'homme. C'est pas que je vais entrer en discussion doctrinelle ou d'interprétation, mais quand même je voulais souligner les éléments qui dans le droit pénal introduit les statuts de Rome pour la Cour pénale internationale. C'est que par la disparition forcée des personnes, on entend le cas où les personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées. Ça on connaît déjà. La nouveauté, c'est que c'est par un État ou une organisation politique. Alors, on pouvait poursuivre les disparitions forcées commises par l'État, mais aussi par une organisation politique. Je crois, dans ce cas algérien, si on parle de groupes armés, on pouvait les encadrer dans ce cas. Ou avec l'autorisation, l'appui et l'assentiment de cet État ou de cette organisation, et il est important que vous connaissiez aussi qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler leur sort, qui est réservé pour l'endroit où elles se trouvent, avec l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Ici, c'est important aussi cette intention de soustraire à la personne à la protection de la loi. Ça veut dire que la personne, c'est comme s'il n'existait pas. Tout d'un coup, il n'a pas de droit. On pourrait dire que c'est un niveau juridique. Toute personne disparue, elle n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on parle de les soustraire à la protection de la loi. Elles sont plus protégées par la loi parce qu'ils ont cessé d'exister, au plan juridique, bien sûr. Et le statut d'introduit pendant une période prolongée, on avait peur que ça voulait signifier qu'il faut que la personne soit disparue pendant longtemps. Mais je crois que dans ce cas, au moins le comité des droits de l'homme qui a utilisé cette définition pendant longtemps n'a jamais utilisé ce concept de période prolongée, n'a pas tenu compte. Alors, c'est pas que dans le cas d'Algérie, on n'en parle déjà depuis longtemps. Alors, ici, c'est pour parfois les disparitions forcées qui sont brèves, mais pendant qu'on lise tous les éléments, c'est une disparition forcée. Ça, c'est pour la Cour pénale internationale, que vous savez aussi que l'Algérie ne fait pas partie. Mais en tout cas, tous ces instruments internationaux ont consolidé cette conception de disparition forcée comme crime contre l'humanité, et c'est important. Aussi, il y a des autres tribunaux internationaux que je crois que je voulais vous partager, parce que comme ça, vous voyez des exemples qui peuvent vous aider. Il y a des tribunaux internationaux, il y a aussi des tribunaux mixtes, qu'on dit que ce sont des chambres spéciales qui ont créé dans les tribunaux des pays. Et ces chambres spéciales sont spéciales parce qu'ils jugent des crimes contre l'humanité. Et normalement, ils ont une composition mixte, c'est-à-dire qu'il y a quelques juges internationaux, mais aussi quelques juges nationaux. Ce component international, ça peut aider à l'impartialité du procès et les garanties judiciaires. Un tribunal qui a été établi en 2000, c'est les chambres spéciales pour le crime grave au Timor de l'Est, au Timor oriental. Ces chambres ont été établies par l'administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental. Et il a fonctionné depuis 2000 et 2005. Il avait compétence au génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité, meurtre, infraction sexuelle et torture. Aussi dans le statut qui règle le fonctionnement de ces chambres, ils avaient inclus comme crime contre l'humanité la disparition forcée. Et dans
ces chambres spéciales qu'ils ont fermées en 2005, peut-être surtout parce qu'il n'y avait pas de support international. Ces chambres ont été établies parce que l'Indonésie avait occupé une partie de l'île de Timor. Il y a un cas qui s'appelle, c'est le cas de Miguel Mao, qui, dans plusieurs crimes qu'il avait commis, il a été condamné par 4 crimes contre l'humanité, d'entre eux le meurtre, persécution, disparition forcée de personnes, extermination. Il a été condamné 9 ans de prison. Ce cas, c'est intéressant parce que Miguel Mao, il avait fait disparaître une personne. Mais comme faisait partie d'une pratique systématique et généralisée de disparition forcée, il a été condamné comme crime contre l'humanité. Et normalement, si c'est une disparition forcée isolée, ce serait pas tellement grave pour être considéré crime contre l'humanité, mais dans ce cas-là, même si lui, il était responsable pour une disparition, comme c'était dans un cadre systématique et généralisé, il a été condamné. Puis aussi, on a les crimes à les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Ces tribunaux, ces chambres ont été établis aussi par un accord entre les Nations Unies et la Cambodge. Alors, on a toujours un complément international dans ces chambres. Comme je vous ai dit, la composition est mixte. Il y avait des Cambodgiens. Celui-là, il a toujours encore en fonctionnement. Il a été établi en 2004. Il est composé par des Cambodgiens et par des experts étrangers. Et il connaît les crimes commis pendant le 1975 et 1979. C'est-à-dire que maintenant, on est en train de juger des crimes qui ont été commis dans les années 70. La disparition forcée telle qu'elle n'est pas prévue, mais elle est considérée comme un crime contre l'humanité ou autre acte inhumain. Dans ce cadre de autre acte inhumain. Et on a eu un jugement récemment, en 2014, contre Liu Sarnan et Mourtia, qui ont été condamnés pour crime contre l'humanité, extermination, persécution et autres actes inhumains, comprenant transfert forcé, attaque contre la dignité humaine et disparition forcée. Pourtant, déjà, nous avons 2 exemples de tribunaux internationaux mixtes, des chambres qui ont été créées, et spécialement pour juger les auteurs des crimes contre l'humanité, et nous avons eu des cas sur les disparitions forcées. Puis aussi, je voulais vous parler de notre tribunal international, que peut-être vous vous sentez plus proche, que ce sont les chambres africaines extraordinaires au Sénégal, qui ont été établies en 2012. Et cette fois-ci, c'est un accord entre le Sénégal et l'Union africaine pour la poursuite des crimes internationaux commis au Tchad durant la période du 7 juin 1982 au 1er décembre 1990. Alors cette fois-ci, ce n'est pas l'ONU, c'est l'Union africaine qui a appuyé le Sénégal pour la création de ces chambres extraordinaires pour juger des crimes qui ont été commis dans un autre pays, qui ont été commis au Tchad. La compétence, c'est aussi génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et torture. Ces chambres ont été établies principalement pour juger Hissène Habré, qui était le chef d'État du Tchad pendant son mandat, c'est quand il a été commis tous ces crimes. Et pourquoi c'est important ces chambres? C'est parce que c'est la première fois dans le monde que les tribunaux d'un pays jugent un ancien chef d'État d'un autre État pour des crimes internationaux. Alors ça, c'est un pas, et ça a été fait ici en Afrique. C'est pour ça que je dis que c'est un jalon de la justice. Dans ces tribunaux internationaux, dans ces chambres extraordinaires africaines, maintenant le procès est en cours, vous pouvez le suivre. Les statuts de ces chambres prévoient comprendre par crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis à l'occasion d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre la population civile dans l'enlèvement de personnes suivies de leur disparition. C'est-à-dire qu'on a un tribunal, des chambres extraordinaires africaines qui vont juger, dans ce cas-là, dans un autre chef d'État de notre pays, et qui peut-être aura, j'espère aussi, un jugement des cas de condamnation de disparition forcée, que c'est toujours un précédent qui peut aider peut-être l'Algérie de poursuivre ce type de crime. Comme conclusion, comme des idées finales, dire que la disparition forcée de personnes comme crime contre l'humanité est réglée de forme expresse déjà dans la Convention internationale de 2006, que c'est instrument des droits de l'homme. On le trouve aussi dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale. On a vu aussi qu'il y a des tribunaux internationaux qui ont cru ce crime, c'est-à-dire que est considéré un crime d'extrême gravité qui doit être poursuivi et ne peut pas être laissé sans punir. Aussi, ce crime, on dit au droit international que c'est une coutume internationale, ça veut dire que c'est une pratique des États. Les États ont accepté déjà que c'est pas discuté. On discute non plus maintenant que la disparition forcée constitue une crime contre l'humanité. Alors, c'est pas discussion, maintenant tous les États sont d'accord, et ça c'est aussi important. Et puis aussi, la disparition forcée, ça doit être puni pour être un crime contre l'humanité dans ce contexte généralisé ou systématique, mais ça ne veut pas dire qu'une personne doit être responsable pour une disparition forcée. Toujours, il faut ce contexte. Et puis, bon, on peut confier, c'est important aussi la disparition forcée par ses conséquences, qu'on avait dit, la prescriptibilité. On peut toujours juger les auteurs, le responsable de ces crimes. Certainement, ces lois d'amnistie qui empêchent de faire des enquêtes, juger ou punir le responsable de ces crimes doit être dérogé. Si maintenant l'Algérie n'a pas la volonté, pour le moment, j'espère qu'on va se laisser interroger, mais si pour le moment on n'a pas la volonté, mais faire changer cette volonté, peut-être avec les États nationaux, en constituant des chambres spéciales. Mais en tout cas, par exemple, il y a quelques jours au Guatemala, qui a souffert un conflit pendant des années, avec des crimes très graves. Récemment, il y a eu une condamnation pour crime contre l'humanité contre 2 agents militaires pour des viols, mais aussi des disparitions forcées contre crime contre l'humanité. C'est-à-dire que parfois on doit attendre, on doit lutter beaucoup, mais à la fin on peut réussir, même si on a besoin de beaucoup d'efforts.